Peut-être avez-vous vu que le nom de Guy Lafleur fera son entrée dans Le Petit Robert. C'était une grosse affaire. Ben, c'est ça que je me suis... J'étais... Hein? Comment ça, gang de Français, que le nom de Guy Lafleur n'était pas déjà dans le dictionnaire? C'était ma réaction. À quand nos noms dans le dictionnaire? C'est plus ça la vraie question. Ça risque les coups. Si ça a pris tout ce temps-là à Guy Lafleur... Ouais. On va commencer par Martin. Martin, t'as des chances. Ben, pas dans Le Petit Robert. Je parierais pas là-dessus. Dans l'Internaute, peut-être. Peut-être une version québécoise cheap. Non, mais on rigole, mais ça m'a... Bon, je comprends que c'est un dictionnaire français, là, puis je disais ça avec affection, là. Gang de Français, non, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, là. C'est une belle reconnaissance. Reste que... Ouais, mais là, les Français, là, le Gouret et le Palais, c'est pas, ça prend pas une place prépondérante dans leur vie, là. D'accord. Pour la plupart d'entre eux. Mais ça m'a quand même un peu choqué. Ouais. Si on avait un dictionnaire, on a un dictionnaire québécois. Je pense que l'Université de Sherbrooke en a lancé un très bon dictionnaire québécois, mais si on a dans les dictionnaires québécois, est-ce que Michel Platini est là? J'espère que non. Si et là, on va l'enlever. J'aime ça. Toi, tu dois être un adepte de Stéphane Hessel. L'inventeur du déodorant? Je pense, non. Wow. Non, un essayiste français qui avait publié un petit livre qui s'appelait « Indignez-vous ». Je te trouve bon pour t'indigner sur pas grand-chose. Ben, comment sur pas grand-chose? Non, j'ai fait le saut, pour vrai. Je pensais que Guy Lafleur était déjà dans le dictionnaire. C'est des Français. C'est quand même loin, là, Guy Lafleur, pour eux. Là. Ça veut pas dire grand-chose. En tout cas. Mais célébrons. C'est important. Là, t'as raison, c'est ça. Il y a un très fort pourcentage des Français qui connaissent les Canadiens, là, qui savent... Peut-être. Le démon blond, mais je serais vraiment curieux. Tu te promènes à Paris puis tu demandes, connaissez-vous Guy Lafleur? Ouais. Hey, honnêtement. Sujet de chronique pour les jeux. Chronique pendant les jeux. Je veux lire ça. Alors, notre chroniqueur, Globetrotter, nous a pondu un Vox Pop. Vox Pop. Sur le niveau de notoriété de Guy Lafleur. À Paris. Oh, Guy Lafleur, jamais. Non. Guy Lafleur. Le démon blond. Vous connaissez le démon blond? OK. Non, mais je trouvais que c'était important de le mentionner. Ben, c'est bien qu'il fasse son entrée. C'est comme je te dis, célébrons la chose. Là. Sinon, les autres, avez-vous Boss de Bécosse, pour ou contre? Ouais. Ça, moi, je sais pas. Hein, il y avait Déguidzine. Déguidzine, c'est je veux bien. Boss de Bécosse. Les Bécosses, ça vient de où? Hein? Oui, je le sais. La backhouse. Voilà. Ouais. Donc, commentaire, non? Boss de Bécosse? Sur ça, j'apprécie, moi. Non, moi, je trouve que c'est... T'es contre Boss de Bécosse, mais pour Déguidzine. Oui. Déguidzine, il y a quelque chose de... Dur à suivre, man. Je trouve pas. Non, Boss de Bécosse, ça fait un peu... je sais pas, là, folklore, ou je sais pas, ça fait un peu cabane à sucre. Déguidzine aussi. Ouais, Déguidzine aussi, là. C'est comme... on a beaucoup de néologismes c'est même pas un mot. qui sont plus importants dans notre vocabulaire, qui devraient être là plutôt, à la place de déguidine. Pensez-vous qu'en ce moment même, il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, là, déguidiner, là, c'est long. Ça se pourrait. Marc-Antoine, sûrement. Oui, Marc-Antoine. Mais Marc-Antoine, il est déjà rendu... il a avancé. Il est déjà rendu après le temps. Okay. Il est en avance, sûrement. OK, aujourd'hui, la Caroline dit non. Valérie Nichouchkine sur le programme d'aide aux joueurs. Et sur quoi le CH devrait-il travailler durant l'été? C'est tellement hockey, épisode 322. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, mais multi-instrumentiste par les temps qui courent. Comme d'habitude. T'es partout et nulle part à la fois. Ouais. Comment tu fais? On appelle ça le don d'ubiquité. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Que je possède, et puis c'est ça. Que je possède, que je maîtrise. Je fais les essais de natation à partir de demain, donc si vous voulez que je vous en parle dans le prochain Tellement Hockey, ça va me faire plaisir. Il marche pas sur l'eau encore, mais il va marcher près de l'eau. Non, mais je suis capable de les séparer, par exemple. Je suis capable de séparer les Vas-tu eaux. demander à Pénélope Alexiak de nous parler de son cousin? Jamie. Because you know, for Tellement Hockey, you have a quote for Tellement I'm here mostly for Tellement Hockey. Mostly. Ah, donc, il s'appelle Alex. C'est pas son frère, Jamie? Oui. Oui, son frère. J'ai dit T'as cousin. dit cousin? Non, Ouais. c'est son frère. Ouais, j'ai pris une chance. J'ai pris une chance. J'ai joué la zone. OK.
Il s'appelle Alexandre Gascon, donc ce journaliste. C'est moi. Salut, enchanté, Alex. messieurs, Merci. et enchanté. Merci d'être là. Plutôt, Merci. bonjour Enchanté. tout C'est un le monde. plaisir. Enchanté, c'est un plaisir Enfin, d'avoir fait votre connaissance. Depuis le Et temps bonjour à tous. j'entends parler de toi. Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et je m'appelle Alexandre Coupal. Coupe Stanley 2024. Choc des titans. Rira bien qui rira le dernier. Qui ira jusqu'au bout du sacrifice. Volonté ultime 2024. Adversité. Douleur. Barbe. Coupe Stanley 2024. Et on commence dans l'Ouest encore. Hein, on a fait ça récemment. Que se passe-t-il? On commence dans l'Ouest parce que c'est pas inintéressant. C'est Marc-Antoine qui a prédit que Arthur Chilov, il a dit mot pour mot, c'est le prochain Cam Ward. Non. Il a bien fait attention. Il a fait un rapprochement. Non, mais il a bien fait attention de ne pas vouloir laisser supposer ça, mais a fait référence à ces histoires qui sont de plus en plus fréquentes. Non, puis même l'an passé, là, ce qu'on peut dire Aiden Hill ou... Ça commence à arriver un peu trop souvent à mon goût qu'il y a un gardien sorti de nulle part qui vole la vedette. Et dans ce cas-ci, c'est tout un vol. C'est assez fréquent dans l'histoire de la Ligue nationale. C'est ça. Ouais, OK. Matt Murray, regarde les dernières coupes Stanley. Jordan Bennington était sorti de nulle part dans le dernier droit de la saison. Oui, c'est ça, durant la saison. Aden Hill, la saison dernière, là, tu parlais de Cam Ward et tout ça, mais tu sais, des gars... Matt Murray, ça a été un peu une étoile filante. Oui. Pendant 2 saisons à peu près, mais c'était la place de Fleury au départ. Là. Exact. Oui. Non, ça te revient, là? Flash, ouais. Mais là, j'allais dire Arthur Chilovs. Oui, c'est important de bien prononcer les S en letton. En letton, exact. Vraiment, là, ça, c'est comment dire, c'est ça. Je dis qu'il vole la vedette, c'est tout un vol. Trois-Rivières n'aurait jamais dû le laisser aller. Il était dans notre cour. L'ancien des Lions. Exact. Il était dans notre cour. Non, mais ses droits appartenaient à Vancouver. C'est que Vancouver essayait de lui trouver de la place. Il ne jouait pas beaucoup à l'époque dans la Ligue américaine. Hein? Il jouait au début de cette année. Trois-Rivières, c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, OK. En 2022. Donc, ça faisait un bon moment quand même, mais un bon moment, 2 ans. Il était tout jeune, là. C'était un gardien de 21 ans. Ben écoute, à date, c'est la grande différence dans la série. C'est quoi les lancers 45-18? J'imagine que tu as ça, Martin, pas loin dans le dernier match. Là. 3e match, Oilers-Vancouver, c'était de mémoire, c'était ça, 45-18, 46-18. J'avais les chances de marquer 18-9. Bon, c'est ça. En faveur des Oilers. Et inversement, Stuart Skinner n'est pas à la hauteur de la situation. T'sais. Il avait connu un mauvais match contre les Kings de Los Angeles. Puis c'était raplombé très rapidement. Ça avait été juste une mauvaise séquence. C'est pas une mauvaise séquence, mais un match vraiment plus isolé que d'autres choses. Là, on peut dire qu'il y en a vraiment 2 sur 3 là, où il n'a pas été très, très fort. Là. Et moi, je trouve que c'est plus Skinner qui fait la différence que Chilovs. Chilovs est très bon. C'est sûr que quand tu arrives avec ton 3e gardien, tu t'attends pas à des miracles, mais tu t'attends à ce que le gardien numéro 1 d'une équipe... dominante en saison dans la Ligue nationale joue à son niveau, puis Skinner ne fait pas ça. Ça prend pas grand-chose pour surtout à cette pour écraser une équipe. Oui. Surtout où on est rendu dans les séries. Alors, Skinner était très repentant après le dernier match. Il disait, j'ai laissé tomber mes coéquipiers, mais c'est ça, il faut que tu fais ton travail parce que tu occupes la position clé. Et les Canucks, je trouve ça impressionnant. Depuis que Chilovs est devant le filet, ils jouent quand même sans complexe. Tu as des équipes, des fois, qui peuvent avoir le réflexe quand tu arrives, c'est plus le premier gardien qui est devant le filet, de dire... De jouer avec plus de précaution, de faire attention, c'est ça, d'être moins mordant en attaque et tout ça. Ils continuent à y aller tous azimuts et ils n'ont pas de complexe du tout face aux Oilers. Alors, cette série-là est en train de tourner tranquillement à cause du rendement des gardiens. Et le rendement de Chilovs me fait réfléchir dans une perspective plus large au fait que il y a peut-être 10 ans,
on disait que c'était la position dans la Ligue nationale, la position de gardien, où il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes, des gars capables de faire le travail. Puis je vois que au cours des dernières saisons, les équipes recyclent beaucoup des vétérans comme deuxième gardien, des gars qui sont là depuis longtemps dans la Ligue, qui n'ont jamais été excellents, mais qui restent là parce qu'ils ont de l'expérience. Puis on continue à rouler avec eux. Alors qu'il me semble qu'auparavant, on voyait beaucoup plus de jeunes obtenir une chance à un moment donné. Puis, alors, je sais pas, ça m'inspire juste cette réflexion-là. Peut-être que les équipes... quand tu ne donnes pas la chance à un jeune gardien de prendre le filet, tu ne sais jamais s'il est capable de faire le travail ou pas. Peut-être qu'on devrait être un petit peu plus aventureux avec les jeunes. Et quand ça ne va pas avec les plus vieux, bien... ne pas hésiter à... Tasse-toi, puis on va essayer quelqu'un d'autre. Là, c'est quand même la position clé. C'est là où on devrait être le moins patient. Mais quand tu regardes année après année les 64 gars qui sont là et qui ont des postes dans la Ligue nationale, tu vois qu'il n'y a pas un gros... Il n'y a pas un gros roulement de personnel. Comme avec les entraîneurs, Martin, on devrait faire ça avec les entraîneurs. C'est que les vieux ne donnent pas la chance aux jeunes. Oui, mais c'est intéressant comme parallèle parce que c'est des positions clés. Oui. Et il n'y a pas de... T'as pas d'espace, t'as pas de place. Tu peux pas... je veux dire, des gardiens, t'en as deux. Bon, t'en as quelques-uns dans ton club école. Mais c'est pareil pour les entraîneurs. T'as pas de... Puis il faut pas que tu manques ton coup. Donc, c'est ça. Ça crée un environnement où est-ce que c'est pas tentant d'être audacieux. Non, parce que c'est ce sont tous des gars talentueux, là, ceux qui se sont rendus là, qui jouent dans la Ligue américaine, qui ont été repêchés par des équipes de la Ligue nationale. Il y en a probablement beaucoup qui n'ont jamais eu de carrière dans la LNH, qui auraient pu en avoir une. Ouais. Samuel Montembeault, des fois, c'est juste une question de chance, mais bonne place au bon moment. Samuel Montembeault aurait très bien pu être l'un de ceux-là qui, pour toutes sortes de raisons puis de contextes défavorables, passe en dessous du radar puis il n'a jamais la chance. Ça, c'est un excellent exemple. Vivote dans l'organisation des Panthers. Finit, la fenêtre finit par se refermer. Il est rendu à 28 ans. Là, il passe à une autre équipe. L'autre équipe le voit comme un gars qui va venir épauler leurs jeunes dans la Ligue américaine puis éventuellement peut-être faire un saut en Europe. Puis c'est terminé, tu sais. Puis ça vaut pour les défenseurs, pour les attaquants aussi, mais dans une moindre mesure, forcément, parce qu'il y a plus de place. Et dans le cas de She Loves, ben c'est ça. Puis vous le disiez, ça arrive souvent. Alors peut-être qu'effectivement, comme tu dis, Martin, elles auraient avantage, ces équipes, à faire confiance un petit peu plus à leurs jeunes. Il y a donc les gardiens qui font une grande différence dans cette série. Et il y a le jeu à 5 contre 5. Pardon. Les Oilers, malgré tout, là, sont moins 2 à 5 contre 5 depuis le début des séries éliminatoires. 17 buts marqués, 19 accordés. Même contre les Kings, c'était pas probant. Ce qui les sauve, en tout cas, ce qui les maintient en vie jusqu'à date, c'est cet avantage numérique-là. De la mort. Tony Truant, là, à 46,4 qui n'a pas dérougi entre les deux séries. C'est la seule chose qui s'est maintenue. De mémoire, c'était pareil le printemps dernier aussi. Vite comme ça, oui, il y avait toujours eu... Ouais. Ça fait quelques années que les Oilers ont un des meilleurs avantages numériques de l'histoire de la Ligue. Là. D'ailleurs, je pense que c'est eux qui ont établi le nouveau record l'année dernière, il me semble. Pendant la saison, j'entends. Alors, ça, c'est très, très fort, mais je voyais le collègue Laurent hier qui disait sur Twitter... il avait compilé, je pense, les 16 dernières saisons des gagnants, les gagnants de la Coupe Stanley des 16 dernières saisons. Il n'y en a jamais une qui a réussi à remporter la Coupe en étant déficitaire à 5 contre 5. Là. Et puis, pour l'instant, donc, moins 2, les Oilers, c'est récurrent. Moi, j'ai regardé juste dans les 3 dernières années, parce qu'avant ça, tu sais, oui, ils ont fait quelques présences en série 2017. McDavid était tout jeune, ils avaient été sortis par les Ducks, je ne compte pas vraiment. On les considérait pas comme une équipe à maturité prête à gagner. Puis j'exclus aussi 2021 parce que dans la bulle, ils n'avaient pas été si forts. Puis le Canadien, ils avaient muselé. Toronto apparaissait comme une plus grande puissance à ce moment-là. Donc vraiment depuis 3 ans, alors qu'on s'attend à ce qu'ils gagnent la Coupe, il y a 3 ans, les 3 dernières saisons. Donc 22, 23, 24. En 22, ils ont participé à la demi-finale. C'était fait... balayé par l'Avalanche en demi-finale. Mais durant ces 3 saisons-là, 88-89, les buts marqués à 5 contre 5. Donc, même sur 3 saisons, ils sont moins 1. Et être juste à niveau, c'est pas suffisant. Là. Alors, ils ont encore un peu ce problème-là récurrent qui, malgré des ajouts de personnel, des ajustements dans la façon de jouer, malgré tout ça, parviennent pas encore à régler, particulièrement en séries éliminatoires. Puis c'est vraiment... S'ils perdent cette série-là, oui, She Loves,
Mais il y aura beaucoup de ça aussi, là, gagner la bataille à 5 contre 5. Ils ont un gros problème, les Oilers. C'est leur deuxième paire de défenseurs, Darnell Nurse et Cody Ceci. Sont respectivement -6 et -8 depuis le début des séries. Alors que tu regardes Evan Bouchard et Mathias Ekholm, la première paire sont +6, +4. Alors, leur deuxième paire, ça fait complètement démolir C'est ça que j'avais envie. à 5 contre 5. T'avais envie de ça. Kulak et Desharnais sont stables, là, sont sur la ligne de flottaison. Pour une troisième paire, c'est correct. C'est ce que tu c'est demandes. correct. Puis la première paire est en surplus, +6, +4. Mais Darnell Nurse et Ceci sont -6 et -8. Alors, c'est eux qui passent à tabac. Cody Ceci, c'est un problème pour les Oilers depuis le début. Ouais. Tu sais, ça n'a jamais été une force défensive, même à l'époque à Ottawa. Alors, c'est effectivement une lacune. Ça ne m'étonne pas. Là, je ne les avais pas, ces chiffres-là, sous les yeux, mais ça ne m'étonne pas. C'est une lacune qu'ils n'ont jamais réussi à corriger. Là. Ils ont pas... À droite, c'est plus mince un peu. Là. Bon, je pose la question. La réponse va être bonne seulement pour quelques heures, mais pourquoi pas? Créons de la rareté un peu. Est-ce que Stuart Skinner sera devant son filet ce soir? Il y a des échos comme quoi ce serait le tour à Calvin Picard. Ouais. Calvin? Jean Calvin Picard. No Block n'a pas voulu s'avancer, n'a pas voulu... Non. Je ne sais pas c'est qui non plus, Jean Calvin. Je sais pas c'est qui, Jean Calvin. Stéphane Essel non plus. Je vais me souvenir de son nom. Le calvinisme, tu te rappelles pas c'est quoi? Hmm. Dans tes cours d'histoire, là. Les calvinistes. Ouais. C'était une religion genre protestantiste poussée à l'extrême. Là, je Tu dis le ça sais de même mémoire. pas. Il fait semblant. Ah non, mais, peu importe. Donc, le tour à Picard, tu disais quoi, Martin? Je m'excuse, on t'a interrompu. Ça, je disais qu'après le dernier match, l'entraîneur des Oilers ne voulait pas confirmer que son gardien numéro 1 allait être devant le filet. Puis ce serait peut-être une bonne idée de lui donner un match de repos à Skinner. Les Hurricanes ont fait ça avec Frédéric Anderson dans le troisième match de la série contre les Rangers. Et Anderson est revenu à remporter les deux matchs suivants. C'est terminé, c'est ça. On se demandait au début des séries, est-ce qu'on va assister véritablement à des vrais systèmes d'alternance chez les gardiens de but? Puis c'est ça, c'est trop d'ouvrage. C'est trop d'ouvrage des séries pour un seul gardien. C'est ça le constat. C'est ton constat parce qu'il n'y en a pas d'alternance. Je le sais. Il y a des pertes de confiance et des bouées de sauvetage qui sont lancées, mais il n'y a pas d'alternance. Alors, ce serait... les Oilers doivent redresser la barque là, parce que ça serait, je pense, une immense déception que de sortir au deuxième tour contre les Canucks de Vancouver. Mm-hmm. Je pense que ça ferait mal. Là. Je pense que c'est l'actualité, ou enfin, j'en revenais pas quand j'ai entendu que Valérie Nichushkin, qui roulait à train d'enfer, on en parlait vendredi, hein, c'est vraiment... Il est en train de s'établir comme un joueur de série, véritable, s'établir, de consolider ce profil-là. Quand il joue, c'est un bon joueur de série. Oui, exactement. Mais j'en revenais pas quand j'ai vu qu'il devait rejoindre le programme d'aide aux joueurs. C'est quoi la troisième... Qui a échoué la un test troisième étape? antidopage. OK. Donc, est-ce qu'on suppose que ce sont pour des drogues récréatives ou ça pourrait être des drogues qui améliorent les performances? On ne fera pas de spéculation là-dessus parce qu'on ne le sait pas. OK. Non, mais c'est ça que je veux qu'on détermine. On le sait pas. C'est quelque chose d'interdit. Habituellement, pour les drogues de performance, tu ne vas pas sur le programme d'aide. Oui, OK. Non, mais c'est parce que ça dépend. Qu'est-ce qu'une drogue de performance? Qu'est-ce qu'une consommation récréative? Peut-être qu'il y en a qui... il y en a qui font les deux. Il y en a qui font un chevauchement, c'est possible. Alors, on ne va pas se mettre à spéculer. Il y a une bonne tolérance des autorités face à la cocaïne dans la Ligue nationale. Mais c'est un peu à ça que je pensais. J'ai aucune idée si c'est ça ou pas. Je lisais en dessous des lignes, comme faisait M. Ruel. On pourrait autant considérer que c'est une drogue de performance que de récréative. Ouais. Dans certains milieux, oui. Mais ça, ce que je voulais dire, c'est que la consommation, les joueurs sont testés. Quand il y a de la cocaïne qui est décelée, il n'y a pas d'intervention. OK. Il y a des joueurs, ouvertement, les dirigeants d'équipe savent qu'il y a des joueurs qui préfèrent, s'ils vont dans un party, consommer de la cocaïne parce qu'ils sont moins maganés le lendemain que s'ils prennent de l'alcool. Une brosse. 12 bières. C'est ça. Ouais. Et c'est juste quand ça atteint certains niveaux que là... il y a un voyant lumineux qui allume et qu'on rencontre le joueur ou qu'on intervient. Et Nichushkin, si je ne m'abuse, c'est pas sa première... il n'est pas allé sur le programme. C'est la troisième fois qu'il intègre le programme. Ça, ouais.
Donc, il y en avait une un peu plus tôt cette année. Et puis l'autre, c'était pas si longtemps après la victoire de la Coupe Stanley en 2022, au début de la saison suivante, il me semble. Mais la saison dernière, il a quitté l'équipe. Premier tour éliminatoire avant le 3e match pour des problèmes personnels, entre guillemets. Il a quitté l'équipe. Et fait que là, moi, ça a été ça ma réflexion quand j'ai appris cette nouvelle-là hier soir. C'était... Ses coéquipiers doivent trouver ça moins drôle. Tu sais, quand un gars a des problèmes personnels... Oui, c'était en série, c'est quand ils avaient retrouvé une femme intoxiquée dans sa chambre d'hôtel. Exact. C'est ça. Exact. OK. Et là, tu sais, la saison dernière, il a quitté son équipe. Personne ne s'attendait à ça. Ça a un effet. C'est un joueur quand même important dans l'alignement. Et là, ça se reproduit cette année en série encore, alors que l'équipe est bien engagée. Et tu regardes la façon dont l'Avalanche a commencé le match hier. Je me disais, je ne sais pas si ça a eu un effet d'assommoir, là. Mais quand même, à un moment ça donné, aide pas, la première fois, les gars disent « soigne-toi, prends soin de toi, quitte l'équipe pendant 2 mois durant la saison sur le programme d'aide, OK, prends soin de toi. » Puis là, ça arrive encore en séries éliminatoires. À un moment donné, les gars... Mais rechute durant la saison. Oui. Parce qu'il a joué juste une 50aine de matchs. C'est ça, il a raté 2 mois entre la mi-janvier et 54 matchs. Et la mi-mars. Fait que, à un moment donné, c'est un milieu de haute performance où tu as besoin... c'est très valorisé dans le monde du hockey. Dire, en tant que coéquipier, est-ce que je peux me fier à toi? Et là, si t'es pas là, il sort du décor constamment. Là, fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Mais c'est surtout, il semble avoir un grave problème. Là. Alors, du moins, il y a une récurrence. Il y a une récurrence. Les échos. Ça semble être un problème. Là. Donc, écoute, on ne sait pas ce qu'il en est, mais on va lui souhaiter qu'il s'en tire. Et le même soir où ça est arrivé, dans le match des Hurricanes de Caroline, Kuznetsov, qui a eu sa large part de problème aussi, qui a marqué des buts importants. Là, il y a quelqu'un qui lui a pris son envol. Le Birdman. Le Birdman. C'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui lui a tendu la main pour... c'est ça. Et il a fait amende honorable. Ça, Birdman, c'est que c'est un film aussi. C'est la grâce qu'on va lui souhaiter. Continue d'exposer mon ignorance. Là, bon, évidemment, il y a tout ça va, comment dire, il y a ces choses-là qui vont mal du côté de l'Avalanche, mais du côté des Stars aussi, il faut dire que ça roule, ça y va là, je trouve que à fond de train. Là. Ouais, je trouve que depuis le match numéro 3, le match numéro 2 qu'ils ont remporté, c'était de peine et de misère. Ouais. 3 buts en 3e période de l'Avalanche, puis on avait vraiment l'impression qu'elle allait créer l'égalité. Puis ils se sont accrochés à ce qu'ils pouvaient pour se sauver, là, puis c'est ça, c'est pour survivre, je dirais. Alors, c'était une victoire de survie. N'empêche qu'ils sont allés la chercher, mais je les sentais pas en contrôle. Depuis qu'ils sont arrivés au Colorado, match 3 hier, le match numéro 4, là, on voit les Stars en pleine possession de leurs moyens. Ils ont trouvé la façon d'empêcher l'Avalanche de prendre la vitesse comme ils le faisaient avant, puis d'attaquer les zones centrales en zone offensive. C'est vraiment une équipe qui applique son système à la perfection puis qui a compris comment les éteindre et qui, comme je le disais, cette équipe est en contrôle de la série. Vraiment, Jake Oettinger va très, très bien aussi. Ça a été une saison plus compliquée, mais en série, à part quelques errances ici et là, a été excellent. Évidemment, c'est une grosse différence par rapport à Georgiev. Donc, pour toutes ces raisons-là, on les sent un peu cuits. Puis c'est vrai hier que probablement qu'ils avaient le moral dans les talons. En plus, Devin Taze était absent. Était malade. C'est un rouage extrêmement important de cette équipe-là. Joe Drew est revenu, par exemple. Une passe sur le seul but du Colorado. Tant mieux pour lui là, qu'il ait pu jouer un peu. Je trouvais ça plate parce qu'on a toujours dit de lui que c'était un gars qui était en mesure de faire une différence en séries éliminatoires. Puis malheureusement, quand il y en aurait eu l'occasion dans l'histoire récente, il était pas là. Pour toutes sortes de raisons, avec le Canadien dans le parcours en finale, il était absent pour des raisons personnelles, des problèmes d'anxiété, tout ça. Et puis là, avec l'Avalanche, il n'a pas pu faire sa marque non plus. Donc, ça remontait, c'est ça, ça remontait. Cette réputation-là remontait à Tampa Bay. Début du Lightning, à ses débuts avec le Lightning essentiellement, puis évidemment ses années juniors, mais où il était dominant. Peu importe la journée. Exact. Tout azimut. Et donc voilà, mais ça aurait été le fun de le voir, surtout qu'il avait connu vraiment une belle saison. Il était beau à avoir joué. Non, c'est pas fini, mais on dirait que oui. Oui, mais ça pourrait déjà être fini d'ailleurs, parce que dans le premier match de cette série-là, si vous vous rappelez bien, Dallas avait une avance de 3-0 et
l'Avalanche était revenu avec 4 buts. Là, c'est très rare que des remontées comme ça surviennent en séries éliminatoires. Mais eux sont capables. Puis il se passait la même chose dans le deuxième match aussi. Puis ça, c'était comme de la... Je sais pas comment le décrire, mais ça manquait d'équilibre, ces matchs-là. Ça pouvait aller d'un bord comme de l'autre. C'était n'importe quoi. Mais clairement, les Stars n'étaient pas en contrôle. Là, mais là, hier, après 2 ou 3 minutes de jeu en deuxième période, les tirs étaient quelque chose comme 14-2 en faveur de Dallas. Là. C'était une domination. Puis on sentait peut-être qu'il y avait le moral dans les talons un peu. Il semblait y avoir un peu de ça. Faudra chasser tout ça. Bon, revenons à la maison. Ouais, si on peut appeler ça comme ça. L'Est du continent, c'est tout ce qu'on a. Et je vous propose de faire tout de suite un petit mot sur la série qui était en cours hier. Moi, je suis arrivé après la première période. Puis je me disais, puis je suis arrivé, les Rangers venaient 1-0. À quel moment était-ce? C'est flou dans ma tête. C'est ça. C'était pendant le match. Et je me disais, ah ben. Et là, non. Justement, il y a Kuznetsov qui a fait l'oiseau. Puis ensuite de ça, Jordan Staal avait dégêné tout le monde. Là. Mais il s'est comme passé. Il y a comme eu une cassure dans ce match-là. Puis là, soudainement, c'est vraiment moins clair là, que les Rangers s'en vont en demi-finale. C'est intéressant, cette série-là. Ouais. C'est une série très intéressante. Il y avait un déséquilibre un peu devant le filet. Dans les trois premiers matchs, les Hurricanes ont donné congé à Frederik Andersen dans le troisième match. Frederik Andersen est revenu en grande forme. Il a été vraiment fumant dans le dernier match hier. Et je me souviens, je pense vendredi, on en parlait avec Marc-Antoine de cette série-là. Je disais, c'est 3-0 pour les Rangers. Je ne serais pas surpris. Ce ne serait pas surprenant du tout que les Hurricanes remontent ça à 3-2 ou à 3-3 parce que c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de profondeur. Puis ces matchs-là ne se jouent pas sur grand-chose. Et Shesterkin était un facteur déterminant depuis le début de la série. Hier encore, il a été très, très bon là, pendant 2 périodes. Et, les Hurricanes frappaient à la porte et ils ont été persévérants. Et le barrage a fini par céder. Et ce que je trouve remarquable dans cette série-là, c'est que c'est 3-2. Il y a eu 2 matchs qui se sont réglés en prolongation. Et tout ça alors que les Hurricanes ont été limités à 1 but seulement en 20 occasions en avantage numérique. Là. Alors, si leur avantage numérique fonctionnait normalement, ce serait peut-être 3-2 de l'autre côté ou ce serait peut-être terminé en faveur des Hurricanes. Alors, j'essaie de me placer dans les souliers des Rangers un peu qui tenaient les Hurricanes dans le creux de leurs mains, qui se disaient on peut balayer ça, profiter d'un congé, c'est ça. Puis là, tu retournes en Caroline. À chaque fois, c'est une dure bataille et tu la perds. Et là, il faut que tu retournes en Caroline pour disputer un 6e match. Fait que ça peut... c'est le genre de fil sur lequel tu peux tirer puis partir avec le chandail, finalement. Là. Fait que c'est très, très difficile de réussir un revirement quand tu tires de l'arrière 0-3. Mais quand tu as beaucoup de profondeur... beaucoup d'expérience. Un match à la fois, ça peut devenir très, très difficile pour l'autre équipe. Rangers ont une petite tendance à échapper des avances comme ça, là, ou quand ils ont le contrôle d'une série. L'année dernière, rappelez-vous, ils étaient partis fort contre les Devils du New Jersey, menaient 2-0. Puis de mémoire, je pense qu'ils étaient allés gagner les 2 matchs au New Jersey. Pas très loin de la maison, on dirait. Là, mais... Ils sont allés en autobus. Oui, puis il y avait probablement beaucoup de partisans des Rangers dans l'amphithéâtre. Donc, ça n'a peut-être pas une grande incidence. Mais quand même, menaient 2-0. Ont perdu 4 des 5 matchs suivants. Ils se sont fait sortir. Il y a 2 ans, la dernière présence de Tampa en finale, en demi-finale, New York mène 2-0 contre le Lightning. Là, puis on sent le Lightning un peu fatigué, un peu épuisé, un peu dans les câbles, tout ça. Ils se font rattraper, perdent 4 matchs de suite, perdent en 6. Donc, ce groupe-là a connu des... Ils sont habitués d'échapper des avances. Oui, mais ça veut pas, ça marque, parce que c'est tous les mêmes joueurs. Ce sont tous les mêmes joueurs. Ça leur est arrivé, pas de perdre d'un 3-0. Là, ça serait quand même, c'est assez inédit. C'est arrivé seulement 4 fois dans l'histoire de la LNH, mais c'est possible. T'sais. Puis eux, ils en ont gaspillé des avances quand ils croyaient probablement que ça serait plus facile pour le reste de la série parce qu'on était en contrôle et tout. Et ils ont ça en tête. Moi, je suis convaincu. Plus les Hurricanes font durer le suspense, plus
ça vient pernicieusement leur jouer dans la tête. Alors, c'est possible parce qu'encore une fois, à 5 contre 5, c'est la meilleure équipe des deux. Oui, 13-5, les chances de marquer de qualité à 5 contre 5. Et ils n'auraient jamais dû être en retard 3-0 dans cette série-là. Non. Shesterkin a été extraordinaire. Anderson n'avait pas été mauvais, juste pas à la hauteur de l'autre, là. Mais ils étaient chanceux jusqu'à un certain point que ce ne soit pas au moins 2-1 pour New York, voire ça aurait pu être 2-1 pour les Hurricanes aussi. Donc, c'est le fun parce que ça rééquilibre un peu les chances. Ça aurait été très plate là, que ce soit un balayage, là, qu'on assiste à un balayage. Et ça aurait été une surprise, là, une grosse surprise. Là. Oui, puis ça n'aurait pas été révélateur des matchs. Là, parce que les 3 premiers matchs ont été extrêmement serrés. Mais bon, ça aurait pu arriver. Mais là, honnêtement, si les Hurricanes sortent fort et devaient s'inscrire en premier au pointage dans le 6e match, c'est pourrait que les Rangers commencent à être nerveux un petit peu. Là. C'est ça, les Hurricanes, ils tirent plus de l'arrière 0-3. Là. Non, c'est 2-3. C'est pas pire, ça. C'est 2-3. Ça aurait pu être... C'est un groupe qui veut pas aller en vacances parce que c'est une équipe qui pourrait changer de visage pas mal. Hein. Ouais. Il y a 8 joueurs autonomes sans compensation. Rod Brindamour est toujours sans contrat. La dernière fois aussi, on s'était rendu... on avait attendu jusqu'à la fin avec lui. Don Waddell puis Tom Dundon, là, le propriétaire. Il aime ça comme ça. Il aime ça garder C'est comme ça qu'ils opèrent. ses employés dans l'insécurité. Ce qu'on entend souvent, c'est que Brindamour est quelqu'un d'extrêmement loyal. Ouais. Et, ça y apprendra. Loyauté, ça vaut pas grand-chose. En tout cas... Mais tu peux pas faire ton paiement. C'est comme s'ils jouaient un peu là-dessus, tu sais. Ouais. Ils savent qu'il est bien installé dans cette région-là. C'est chez lui. Il y a l'ouragan tatoué sur le cœur, aussi bizarre que ça peut se paraître. Et puis, il veut rester. Et Dundon aurait, je dis bien aurait au conditionnel, profité un peu de ça en n'hésitant pas à lui faire écouler ses contrats. Tu sais, ça aurait été une histoire majeure là, dans un marché de plus grande ampleur, parce que Brindamour a énormément de succès depuis très longtemps comme entraîneur, puis ça fait 2 fois qu'il écoule la dernière année de son contrat, tu sais. Ça a été une distraction immense. Alors, on opère différemment là-bas, mais qui sait si les Hurricanes devaient perdre, si Dundon ne décidait pas d'aller dans une autre direction. J'en ai aucune idée, là. Apparemment que ça devrait se régler. Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient en faire un Hurricane à vie. Oui, ça devrait se régler, mais ce qui est moins clair, c'est Teravainen, c'est pas sûr qu'il va revenir. Martin Necas, même s'il est joueur autonome avec compensation, pourrait être l'homme en trop. Il y a mon choix pour le trophée Fernando Pisani, Jordan Martinook, qui a marqué hier. C'est vrai, qui a marqué hier. Tatam, 8 matchs qu'il n'avait pas marqué. Il faudrait qu'il se mette en branle. Mais c'est pas la quantité, c'est la qualité. Score 2 au match numéro 6. Là, il sera le meneur. Il est parti là. Au scrutin. Alors, Martinook, qui est un joueur important pour cette organisation-là aussi. Stéphane Newson, qui va avoir... les défenseurs. Ça, c'est juste des attaquants. Là. Est-ce qu'ils ont de la marge par rapport au plafond? On sait que ça va augmenter là, il y a un peu. tellement de gars qui s'en vont, qui vont finir par en avoir un peu. Il faudrait que je fasse le calcul. Okay. Vas-y, on te regarde. Mais, tu sais, ils ont combien de joueurs sous contrat? Si vous parlez, je peux vous calculer ça très rapidement. Okay, non, mais c'est une question intéressante. Je me demandais si cette saison, là, comment ils étaient situés. S'ils avaient déjà un jeu ou... Non, cette saison, il leur restait 500 000 environ. OK, donc ils vont perdre c'est quand même pas mal de gars. Oui. Mais tu vois, pour l'année prochaine, à date, sous contrat, ils ont à peu près 60 millions d'engagés. Mais sur... Restez là, au retour. Multiplié par 4. Plus de chiffres. Okay. Sur environ 14 joueurs, là, ils ont 64 millions d'engagés. Donc, ça t'en prend 8-9 de plus. Puis il te reste 20 cucks. C'est ça. Et sur les de plus, t'as pas... Parce que tu t'es pas rendu à Brady Shea, qui devient joueur autonome. Exact, là, je t'ai rendu en défense Brady Shea. Brett Pesci. Brett Pesci, il y a des bonnes chances qu'il s'en aille. C'est des morceaux importants. Mais oui, puis c'est des gars qui ont des bons salaires puis qui vont probablement gagner encore plus. Oui. Pas probablement. Alors, c'est ça. C'est une équipe qui pourrait changer de visage quand même. Là. Ils vont garder Jesperi au moins? Jesperi... La bonne nouvelle. Est-ce qu'ils vont réussir à le garder? La bonne nouvelle, c'est que Kotkaniemi est signé à long terme. Joue-t-il seulement?
On parlait de ça. Il a pas mal joué au cours des 2 derniers matchs. On parlait de ça dans le cas de Pierre-Luc Dubois, là, la fameuse clause de rachat avant c'est quoi, 25? Avant 26. Kotkaniemi pourrait être un candidat à ça. Oui. En tout cas, pensez-y. Ouais. Kotkaniemi pourrait être. Il joue 11 minutes en moyenne depuis le début des séries. Ça fait cher la minute. Mais il est 1 an plus jeune que Brady. Il faut lui laisser le temps. Pas un an complet. Il est un peu plus jeune que Brady. Plus jeune, comme 9 mois, je crois. Plus jeune de sa cohorte. Mais comme on dit toujours, il vient pas à bout de le rattraper. Fait que je pense que ça en dit long quand même. Ouais. Mais Kotkaniemi, c'est un rachat. Là, il y a. C'était pas prévu qu'on parle. Il y a juste 23 encore. Ils ont le temps de le racheter en masse. Ils ont le temps de réfléchir à ça. Là. Tu le rachèteras dans 2 ans. Ouais. Excellent plan. Bon, à surveiller. Puisqu'on parlait de Rick Tocchet, pas de Rick Tocchet, de Rod Bray-Damour, les fils se touchent. Toi aussi, Deux joueurs hargneux. Ton disque dur de non. Surchauffe. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'une autre équipe pourrait... Parce que j'ai entendu ça, je pense pas que c'est une rumeur ou quoi que ce soit, mais genre Toronto, c'est le genre de ville où est-ce qu'il y a des gens qui vont Toronto, qui spéculent jusque-là. Mais ils n'ont pas le droit de lui parler. Non, c'est ça. Je ne penserais pas qu'ils vont attendre aussi longtemps. Là. Non, pour Toronto, là, il y a des gens qui ont été vus. Là. Oui. Je sais. Todd McLellan. Craig. Je peux pas croire. Craig Berube. Pourquoi? Craig Berube, oui. Craig Berube. Pourquoi tu peux pas croire Todd McLellan? C'est un bon entraîneur. Parce que tu n'as pas lu sa chronique, il ne coche pas le modèle. Il y a pour chaque question, Martin développe un modèle. Je suis particulièrement occupé. Si tu veux aller loin en série et que tu veux régler le problème d'une équipe qui n'a pas eu de long parcours... T'embauches pas Todd. Ben, c'est ça le modèle. Tu essaies d'embaucher quelqu'un qui a eu des longs parcours éliminatoires, mettons. Alors ça fait une des cases. C'est une case importante. Bon, on emballe ça? Oui, on emballe ça. Il nous reste Boston, Floride. Ça, c'est... La série de la... De Sam Bennett. Oui, de Sam Bennett, mais j'essaie de la qualifier. Des méchants. Ce sont méchants. Ça brasse. C'est ça. Les durs de méchants. Les durs de durs. Qu'est-ce que t'en penses de cette série-là, Martin? De cette série-là, je trouve ça... Alex, t'es mûr pour prendre les commandes. Ta place. Je trouve que ça démontre un peu la fragilité des Bruins de cette série-là. Ils se font brasser. Ce ne sont plus les Bruins qu'on... c'est-à-dire que... C'est pas l'ADN des Bruins, l'ADN historique des Bruins de Boston. Puis, ça tombe sur Brad Marchand qui va pour donner une mise en échec à Sam Bennett. Ils ont protesté contre ça, les Bruins, en disant Bennett a fait par exprès, il a donné un coup de poing au visage. Je ne sais pas si on peut dire que c'est intentionnel. La façon dont c'est arrivé, c'est assez particulier, les circonstances de cette mise en échec-là. Mais bon, Marchand a reçu un coup au visage et visiblement, il n'a pas rejoué. Il y a une commotion cérébrale où il y a des symptômes de commotion et ça fait mal aux Bruins parce que... Ça joue dur, cette série-là. Ça joue très dur et ils n'ont pas beaucoup de profondeur en attaque. Et Marchand est quand même un joueur important de cette attaque-là. Et les Bruins, on dirait que la même chose se passe cette année que la saison dernière en série. Quand la chaîne débarque, on dirait qu'ils ne sont pas capables de la replacer. Là. Ils se font... c'est une moins bonne équipe que les Panthers. Oui, c'est ça. C'est une moins bonne équipe. Ils ont moins de punch en attaque. C'est une bonne équipe de saison régulière parce qu'ils ont un bon système défensif, une bonne culture. Tout le monde se présente, effort collectif. Tu limites les chances en saison, tu vas réussir à gagner pas mal de matchs, même si tu n'as pas beaucoup de profondeur en attaque. Mais là, ça sort de partout. Ils en ont plein leur basket. Puis Jérémy Swayman... à un moment donné, même avec un gardien extrêmement performant, tu n'es pas capable de faire face à ça. Fait que je suis pas très... Je donnais pas cher de la peau des Bruins avant que cette série-là commence. Quand ils ont remporté le premier match, bon, ils étaient encore sur l'adrénaline de la série précédente, mais les Panthers ont vraiment beaucoup de chiens, puis ils font mal. Puis en plus, quand les Bruins, tu vois les Bruins s'attarder sur des décisions d'officiels, c'est ça. Puis là, ça veut dire que c'est ça, ça veut dire que tu as devant toi une équipe qui est déconcentrée. Qui cherche des excuses, qui cherche à s'accrocher à quelque chose. Je savais que Don Sweeney allait parler aux médias hier, mais je n'étais pas allé voir, c'est ça, c'était directement ça, son message. Puis c'était même
Enfin, je ne sais pas si on fait une Même assez parenthèse là-dessus. inusité, ça. Là. Oui, c'est ça, de demander à ce que les arbitres répondent aux questions des journalistes. Moi, j'aimerais ça que ça se fasse parce que ça se fait au baseball majeur quand il arrive. Ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Oui. Au baseball majeur, quand il y a une décision controversée qui arrive, les journalistes peuvent demander de parler aux officiels et c'est pas une mêlée de presse avec 15 journalistes autour. Là. Il y a 1 ou 2 journalistes qui sont délégués par l'ensemble de ceux qui sont au match. Là. Ils font un pool et les journalistes vont rencontrer l'arbitre pour lui poser les questions, puis après ça, les réponses sont partagées avec tout le monde parce que tu veux pas que tes officiels se retrouvent dans une mêlée de presse. C'est ça, que les questions sortent de partout, puis on limite les questions sur l'incident qui s'est passé. Là. Et moi, j'aimerais beaucoup voir ça dans la Ligue nationale, de hockey. Que le responsable de l'arbitrage, quand une décision vidéo est controversée, qui vienne s'expliquer, qui répondent aux questions, et que les officiels puissent faire ça, ça serait J'ai lu vite, incroyable. Ça se ferait dans la NFL aussi. C'est ça. Unlike the NFL and NBA, donc ça se fait aussi dans la NBA? C'est quoi ça, la NBA? C'est comme tu nous le lis, là, ça, apparemment, là, je pourrais pas confirmer. Mais ils parlent pas du baseball majeur, mais enfin, moi, je sais que ça se fait pas au soccer, là, alors que, on sent que des controverses, il y en a. Ouais. Mais c'est ça. La LNH sont extrêmement stricts avec leurs arbitres, même si... Et les arbitres en ont une certaine peur, là, je dirais, de leurs instances, parce que même si tu prends une bière dans un cadre amical avec un arbitre qui est encore actif, il va faire attention à ce qu'il dit. À sa consommation. Oui, probablement. Pour pas en dire trop. Pas en dire trop, mais même il va faire attention. Même à ceux qui sont devenus superviseurs ou qui sont récemment retraités. Oui, on a le même en tête, je pense. J'en ai contacté un il n'y a pas si longtemps. Il était très gentil, mais... Non. Ils amènent ça avec eux. Jack, dans la NFL, est-ce que les arbitres répondent aux questions des journalistes? Ça fait de la bonne radio. Ouais. Pas, non, dans la NFL non plus. Je ne me rappelais pas avoir vu ça. Mais c'est une bonne idée. C'est intéressant. Pourquoi pas? Ce qui est inusité, c'est que Don Sweeney, le directeur général des Browns, en plein milieu d'une série... j'ai une idée. Convoque une conférence de presse pour dire là, ça serait bien que. C'est un sujet qui a été discuté par les directeurs généraux, semble-t-il. Moi, je trouve ça. Moi aussi. Ce serait normal que les officiels qui ont un rôle important dans le déroulement des matchs, souvent dans les résultats des matchs, puissent répondre aux questions quand il arrive quelque chose d'inusité pour donner leur point de vue. Je suis d'accord. Mais c'est une belle tentative de diversion aussi pour pas qu'on se rende compte que son équipe est juste moins bonne. Classique. On disait, c'est fou, les Browns ont pas vraiment ralenti la cadence malgré les retraites de Patrice Bergeron puis David Krejci puis tout ça. Puis bon, on pourra dire aussi qu'ils ont franchi un tour de plus que l'année dernière alors qu'eux étaient là puis qu'ils ne sont plus maintenant. Mais les joueurs de centre numéro 1 et 2 de cette équipe-là totalisent 1 but en 22 matchs. Donc là, on le voit, là, le manque de profondeur au centre, puis quand est-ce que ça allait les rattraper et tout. Là, Charlie Coyle a marqué une fois. Pavel Zacha n'a toujours pas marqué en série, de sa vie, d'ailleurs, comme je vous disais l'autre fois, mais pas dans ces séries-là non plus. Alors... Pavel, il aimerait ça que tu... que je slack un peu. Mais tout ça pour dire, c'est plus la même équipe, là. OK, mais... Je veux dire, comme j'ai dit tantôt, les Panthers sont vraiment forts. Pour la série Colorado-Dallas, c'est ça aussi, là. Les Panthers. Et ce qu'on voit là, parce que tu disais, ça fait bizarre d'avoir les Browns se faire brasser tant que ça, c'est que les Panthers sont un peu capables de jouer... À tout. Ils ont ce qu'il faut pour jouer n'importe quelle approche. Oui. Puis c'est un peu le party d'éclosion d'Alexander Barkov en série. Il s'est beaucoup fait reprocher, lui, de ne pas avoir été à la hauteur. Quoique l'année dernière, c'était mieux, mais c'était quand même pas lui la tête d'affiche. Là. Il prend les commandes là, de cette série-là puis de son équipe. Là. Bon, oui. La transaction ou l'arrivée de Matthew Tkachuk a complètement changé. Ouais. Mais c'est Sam Bennett, Sam Reinhart, il y a plusieurs belles transactions qui ont été faites. Je trouve qu'en termes d'attitude... Cette équipe-là, depuis que Tkachuk est là, le leadership, là, il y a combien de livres qui sont écrits chaque année sur le leadership, sur l'importance, sur l'effet que ça peut avoir sur une organisation. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions-là, mais l'attitude que Tkachuk apporte, l'attention qu'il suscite de la part des adversaires dans une série, comment il y a le don
mal faire paraître les bons joueurs adverses ou de les sortir de leur match. C'est Brad Marchand excellait dans ça. Encore. Mais Tkachuk a un aspect physique encore plus important. Son combat avec Pastrnak un peu plus tôt dans la série, ça a marqué l'imaginaire, là, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'était un point tournant dans l'histoire récente de cette organisation-là. Il semblerait, effectivement. Puis, tu sais, il y avait cette impression-là qu'en Floride, c'était trop facile de jouer là-bas. Là. Uh-huh. Les années avant que Tkachuk débarque, t'es pas sous le feu des projecteurs. Facile de jouer là-bas pour les joueurs des Panthers. Exact. C'est le fun, il fait beau. T'arrives en gogoune. T'arrives en gogoune. Tout le cliché, mais... En décapotable. Puis il n'y a personne... Il y a pas vraiment Personne qui suit ça. Il n'y a pas vraiment de reddition de compte. T'as pas... T'as pas à rendre des comptes, ou t'avais pas à rendre des comptes à grand monde. Ça a commencé avec Bill Zito, il faut le dire. Là. Je pense que l'arrivée de ce directeur général-là, lui a identifié ça, d'ailleurs, premièrement, puis il a voulu s'y attaquer. Alors, c'est sûr que ce changement de philosophie-là part avec le directeur général. Cette équipe-là a complètement changé dans son identité depuis son arrivée. C'est vrai que ça s'est vraiment articulé autour de Matthew Tkachuk, mais je donnerais pas mal de crédit à Bill Zito aussi là-dedans. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Bon, là, ça fera les séries, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Canadien. Là, c'est ça, vous avez décidé qu'il fallait qu'on ramène ça sur la table. J'ai pas tant décidé. Là, celle-là, elle est gracieuseté. Je trouvais que c'était un thème qui ressemblait un peu au lendemain de la saison du Canadien, aux discussions qu'on avait au post-mortem à la fin de la saison régulière. Qu'est-ce qu'ils doivent faire cet été? C'est ça. Mais on revisite. Non, mais c'est ça. On revisite. Ça change. La situation a évolué. Disons qu'au cas où, puis c'est ça. Puis il faut rester... Faut pas les oublier. Faut pas les oublier, surtout. Puis moi, j'ai eu une réflexion pendant ces séries-là, oui. On dit, le Canadien ne sera pas prêt à compétitionner pour la Coupe Stanley avant 5, 6... Puis... 10, 15, 20 ans. Non, pour vrai, là, pour vrai. Tu regardes, mettons, les Stars. Les Panthers, c'est peut-être pas un si bon exemple, mais... Pourquoi? C'est un assez bon exemple. Parce que les Panthers, il s'est passé comme quelque chose. Ça fait pas comme 7-8 ans là, qu'ils sont en série et qu'ils essayent, puis que ci et que ça. Il y a eu comme eu un point tournant, puis ils étaient de la finale l'an passé, puis je pense qu'ils y retournent cette année, ou enfin, ça ressemble un peu à ça. Non, c'est ça. Avant que les Canadiens soient genre, Nick Suzuki va peut-être être parti, là. Enfin. Les choses peuvent changer rapidement, mais le constat, c'est qu'en ce moment, ils ne sont pas du tout de ce calibre-là. Non seulement ça, mais c'est un rappel à chaque année que c'est une chose de faire les séries, c'est une autre chose que d'être capable d'aller jusqu'au bout. Exact. Oui, parce que les Browns, on le sent depuis le début qu'ils n'ont aucune chance, là. Oui, mais tu prends les Oilers, si tu prends les Stars. Les Stars, c'est un pas pire exemple de ça. Là. Ça fait quelques années là, qu'ils y vont, qu'ils s'y mettent, là, mais c'est ça. Puis, ils repêchent bien, ils ajoutent des joueurs, ils ont des vieux, ils ont un bon. C'est bien. Mais bon sang, ils ne sont pas rendus. Là. Ils ne sont pas rendus. T'sais. Là, peut-être que cette année, ils se battent pour la Coupe Stanley. Moi, peut-être. Ils se battent pour la Coupe Stanley. Oui, ça. Ce sont des aspirants. Si tu ne te rends pas au bout, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un aspirant à la Coupe. D'après moi, c'est l'aspirant numéro 1 en ce moment. Là. Mais je trouve que la situation des Bruins montre le niveau de difficulté d'avoir une équipe championne dans cette ligue-là. Là. C'est une équipe qui a 135, 109 points dans les 2 dernières saisons en calendrier régulier. Puis ils arrivent en série, puis ils sont pas équipés. Ils sont pas proches. Ils sont pas équipés pour faire face à ça. Là. Alors, imaginez-vous, à Montréal, la distance qui reste à parcourir avant d'être là. On commence du bout des lèvres à dire on aimerait ça. On aimerait ça être dans la conversation pour les séries en fin de saison. Ouais, c'est des très petits pas. Oui.
Oui, non, c'est correct. Bon, donc, on vous demandait via les réseaux sociaux sur quoi le CH devrait-il travailler durant l'été. Simon, sur Facebook, la présentation des joueurs pour le premier match au Centre Bell. L'an dernier, c'était amorphe. Oui. Il a raison. Il a tout à fait raison. On commence, on donne le ton. L'excellence, c'est à C'est tous le les début niveaux. de la là. saison. Tiens, pourquoi pas, puisqu'on est dans le cabotinage, François, regardez la possibilité de faire faillite et de partir ça sous un autre nom. C'est pas pire. Ça va revenir souvent, ça. André dit grossir un peu plus l'équipe. Et Joseph, vieillir un peu plus l'équipe. Est-ce qu'il y a, selon vous, là, un élément qui est plus important que l'autre ou plus urgent que l'autre? Grossir est important. Et plus urgent? Oui, je pense. Puis vieillir aussi. Vieillir, ça va se faire. Ça va se faire tout seul. Je pense qu'il veut dire en entouré de joueurs un petit peu plus expérimentés. Je suis pas sûr que c'est pour tout de suite. Il va falloir que ça vienne éventuellement. Mais oui, il va falloir que le Canadien soit plus costaud. Soit plus costaud, c'est un réel... Je sais Ils pas sont si très nombreux. Là. regarde les équipes dont on parle. Là. Ouais. Les Panthers sont costauds. Les Stars de Dallas sont énormes. Les Hurricanes Là, on n'a pas parlé des Golden Knights sont qui gros comme des chevaux. sont des aspirants aussi. Là. Oui, c'est juste oui. qu'ils ont perdu en 7 contre Ah ouais. Dallas. Là, mais... C'est un sport de grands gros monsieur encore. Puis on aime beaucoup les petits joueurs à Montréal. Puis historiquement, il y a toujours eu de très, très bons petits joueurs avec le Canadien. Henri Richard, Yvan Cournoyer, Mats Naslund, puis les gens les aimaient, mais tu peux pas en avoir trop dans une équipe. Il faut que... Ils ont 5 joueurs de moins de 6 pieds à l'attaque. C'est vraiment... c'est parce que la moitié, c'est vraiment trop, là. Oui. C'est vraiment trop. Puis comme Kent Hughes avait dit, après le repêchage de 2000... Bon, encore. Le studio est en train de s'écrouler. Après le repêchage de 2022 à Montréal, il avait dit j'ai pas peur d'un petit joueur, mais j'aurais peur d'une dizaine ou de plusieurs. Donc, il y a une conscience de ça. Il doit commencer à frissonner un peu, Oui. parce qu'il y en a pas mal. Parce qu'il y en a pas mal. Une petite frayeur dans le bureau du DG. Steve, sur Facebook, resserrer la défensive. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé beaucoup en fin de saison. Puis, entre nous, là, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qui empêche que ça arrive cette année, là? Tu sais, comme trouver des joueurs, ça peut avec des complications. Ce qui empêche qu'il arrive, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont faire encore leur marque, là, puis tranquillement. Là. Donc, Logan Mailloux peut-être va jouer à Montréal, peut-être Lane Hudson. Alors ça va un peu empêcher de resserrer la défensive parce qu'ils vont être en apprentissage. Là. Puis c'est la même... c'est la même histoire que le Canadien. Donc, on ne resserrera jamais la défensive parce qu'il y a toujours des jeunes va toujours être en qui vont Ils s'ajuster. peuvent essayer de la resserrer au niveau stratégique. Oui. Ça, on s'entend, mais ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être difficile pareil. Il va y avoir des erreurs de Mais quand même. Bon, Monique sur Facebook. Un break avec le CH, s'il vous plaît. Ils sont au golf. Mais là, Monique, ça fait plusieurs semaines là, qu'on n'en parle pas. Le break est fini. C'est terminé. Non, on repart en break, j'imagine, à moins qu'il se passe quelque chose. OK, un petit sur Twitter, pourquoi pas. Alexis, les 3P, passe, patin, position. Ça, c'est la base. Ça. Oh, ouais. C'est la base. C'est difficile à travailler durant l'été, mais quand même. Pain, pâte, patate. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Sur Twitter, tiens, pourquoi pas. Ah oui, Dave, sur quoi le Canadien devrait travailler cet été? Sur son bronzage! Ça vaut pour tout le monde. C'est ça. Mais mettez de la crème solaire. Oui, Faites attention. mais pas de la 60. Ah non, parce que hier, j'écoutais le podcast d'Andy Roddick, puis il a comme révélé qu'il y avait un cancer de la peau. Arrête donc. Oui, Hein? c'est sorti de nulle part. Ouais. Et là, j'en revenais pas. Mais il dit, non, tout est sous contrôle. Ils ont retiré une tumeur dans la lèvre. Puis bref, ça fait quelques années qu'il vit avec ça et tout. Puis il disait, mettez de la crème Mettez de la crème solaire. Les joueurs de tennis, les golfeurs, Ils sont extrêmement exposés. sont toujours exposés. Dès un très jeune âge. Oui, Là. oui. Ouais. Alors, Roddick a fait un petit peu un prêche pour ça, OK. en faveur de la prévention et les précautions. Mais vraiment, laisser tomber ça, Comme ça. c'était pas connu du tout. Là, c'était pas public. Alors, mettez de la crème. Oui, OK. oui, le bronzage, Mais mais faites ça comme il faut. c'est ça, avec pas n'importe comment. Donc, puis des pompes parasol, puis on faut faire attention. Sinon, est-ce que c'est bon, ce podcast-là? C'est vraiment bon. Il Ouais. a parti ça il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Served. Ah, Puis, je ne sais pas si vous connaissez un peu Andy Roddick, le personnage, là, mais c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, qui était probablement l'athlète préféré des journalistes avec qui échanger au quotidien, parce qu'il n'a vraiment pas la langue de bois, il dit ce qu'il pense, puis des fois peut-être un peu trop, mais il est en même temps très, très divertissant. Et c'est un naturel, là. Mais il travaille avec Tennis Channel depuis plusieurs années aussi, là, en analyse et tout ça.
Mais c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des... C'est vraiment un naturel. Il reçoit... Il y a un journaliste, je pense que c'est de Sports Illustrated, je ne me rappelle plus, mais qui est là presque à chaque semaine. Donc, il y a une discussion toujours avec le journaliste. Ils font l'actualité de la semaine. Lui, il raconte des anecdotes parce qu'il y en a à l'infini, puis c'est toujours pertinent avec L'actualité. ce qui se passe. Ouais, puis la semaine dernière, par exemple, il y a eu... Bon, là, c'est sûr qu'on est rendu dans tellement tennis, mais il y a eu Oui, Jack, il beaucoup de blessures à Madrid. Et puis, il a reçu un docteur pour expliquer le problème, bon. la récupération, là, ça. Mais c'est des choses qui peuvent se transposer à tous les sports professionnels. Puis on peut trouver ça sur audio. Non, c'est pas sur audio, mais sur toutes les autres plateformes, je pense. Ah, ben là, trouver ça, c'est bizarre. Non. Mais c'est pour les amateurs de tennis, c'est bon. C'est le fun. Là, on n'a pas fini, là. Non, on n'a pas parlé du Canadien. On en a parlé, là? On en a parlé. Ouais. Martin, il trouve que... Non, c'est parlé. Apparemment que le Canadien serait intéressé à un attaquant russe qui s'appelle Maxime Tsiplakov. Oui, ben oui, j'ai entendu parler de ça, mais c'est pas... Ça se devrait... C'est peut-être en train de se faire ailleurs. Ouais, exact. Parce qu'apparemment que Toronto aussi était sur les rangs. Effectivement, et sur le coup. Donc, Tsiplakov qui a joué avec le... Tsiplakov. Tsiplakov. Oui, ben, 30 Maxime, buts, 30 cucks. 31 buts avec le Spartak. Ouais, qui n'est quand même pas une petite équipe. De Moscou, ouais. Enfin, en termes d'histoire, là, je ne connais pas leur bilan de la saison. Mais... Ouais, mais qui est, je pense, une moins grande importance que le Dynamo, mais dans la région de Moscou. T'as raison, mais quand même, c'est pas une petite équipe. Est-ce qu'il est gros? C'est la seule question qu'on va se poser maintenant. Ouais, non, c'est quand même costaud, là. 6 pieds, bon, 6 pieds 2. Martin, il est 6 pieds 2, c'est bon. C'est acceptable. Oui, ça, c'est acceptable. Parfait. Alors, un attaquant, mais ça s'inscrit... Ça m'étonne pas, moi, parce que ça s'inscrit tout à fait dans la logique de Kent Hughes d'essayer de court-circuiter un petit peu la reconstruction ou l'accélérer. Là. Quand il disait souvent, on essaie de faire des échanges avec des gars qui ont peut-être été sous-estimés ou mal utilisés dans d'autres formations comme New York, comme Dak, tout ça. Aller chercher un gars de 25 ans en Russie qui pourrait s'avérer un marqueur... serait certainement une façon de court-circuiter ça. Là. Il patinait comme le vent. Vladimir Malaov. Non. Petrov. Non, il était costaud aussi. C'est pas Yann Boulis. Ah, Yeri Sekach. Voilà. Ça, c'était bon, ça. Donc, c'est de ça dont on parle. Ça marche pas tout le temps. Ça marche jamais. Ça marche une fois de temps en temps. Artemi Panarin, ça n'a pas marché? C'est la seule fois que ça a marché. OK. On dit ça a été assez... Kuzmenko. Moi, je sais pas. Quand même 39 buts à sa première saison. 22 l'année dernière. C'est si bon que ça, pourquoi ils ne l'ont pas gardé? Parce qu'il y en avait des meilleurs ailleurs. Alors, retiens ce nom-là, Martin. Tsiplakov, 6 pieds 2. 6 pieds 2. C'est excellent. Ouais, ça prend ça. Ça prend ça. Wow. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. J'ai dit le Dynamo, je dois dire le CSK. Je pense que c'est l'armée rouge, c'est ça. Là. C'est le CSK. Manon. OK. Tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Non, c'est le SK. Cette semaine, aux affaires de la natation. Oui. On peut te suivre, hein? Si on veut, plus que je fais de la promo pour tout et pour rien. Là, en toujours me suivre. D'épisode. Tennis, natation, des fois un peu de hockey. Mais c'est sur tout.tv. C'est sur tout.tv, les essais de natation. Oui. Ouais, en web diffusion, effectivement. Et il y a 2 émissions en fin de semaine à la télévision là, traditionnelle. Ça, les enfants, c'est avec une manette. Puis, vous en avez pas. Vous pouvez changer les postes. Puis, alors, on va te regarder là. Tu fais tu vas parler avec les entrevues en zone mixte et quelques interventions ponctuelles, j'imagine, encore une fois, à ce qu'on appelle la télévision traditionnelle. Ouais. Alors, amuse-toi bien. Merci beaucoup. Passe une bonne semaine. On se retrouve mardi prochain. La semaine prochaine, avec plaisir. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Et j'en suis fort à l'aise. Voilà. Merci. Fort heureux. Merci infiniment. 6 pieds 2. C'est un plaisir. 6 pieds 2. Tu fais pas 6 pieds 2. Non. Personne ici. Toi, t'es personne. Non, ben non. 6 pieds. 6 pieds. Jack? Jack fait 6 pieds. Jack fait 6 pieds 2. Ouais. Jack? Tu joues au hockey, Jack? Sais-tu patiner? Moyen. On a déjà joué une fois ensemble, puis il patinait pas comme le vent. Alors, ce Jack, c'est Jacques-Alexis Bernardin. Il est le réalisateur de Tellement Hockey. Mais je voudrais pas le rencontrer sur un terrain de foot, par exemple. Non, fais attention à ce que tu dis. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Passez une bonne semaine.
sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.